présenter notre projet qui est couplage expérience théorie pour de meilleures batteries lithium-ion. Alors, c'est un projet qu'on a construit entre l'Institut de chimie et matériaux Paris-Est, donc rattaché à l'UPEC. Pardon ? On t'entend pas. Ah. Excusez-moi. Donc, qu'on a construit entre l'Institut de chimie et matériaux Paris-Est, donc qui est rattaché à l'UPEC, et le laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle, donc le laboratoire de Céline Léonard, ici présent. Et donc moi, je suis Nicolas Emery, chargé de recherche au CNRS. Alors, pourquoi on s'intéresse aux batteries lithium-ion ? Déjà, vous avez tous entendu parler des travaux du GIEC qui préconisent de réduire drastiquement en fait, les gaz à effet de serre pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Donc l'objectif, notamment dans la stratégie nationale bas carbone, est de réduire par 6 les émissions de gaz à effet de serre entre 2018 et 2050. Également, donc, la stratégie pour y arriver est d'avoir un recours massif aux énergies renouvelables, type l'éolien, le solaire, et de remplacer une bonne partie des véhicules thermiques par des véhicules plus propres, notamment les véhicules électriques. Donc pour cela, on a besoin de stocker l'énergie produite et également de la déplacer. Donc les batteries lithium-ion sont une bonne technologie pour effectuer ce genre de tâches. Également, vous avez peut-être vu qu'il y a 3 semaines environ, le Parlement européen a voté l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Donc dans 13 ans, on ne pourra plus acheter de véhicules thermiques, normalement, en Europe. Donc il va nous falloir des solutions alternatives si on veut continuer à se déplacer avec des mobilités individuelles. Alors les batteries lithium-ion, vous en avez certainement vu dans vos anciens téléphones. Maintenant on ne peut plus, sinon il faut exploser le téléphone, mais ça ressemblait à ça. Donc c'est un parallélépipède ou un cylindre avec une tension et une quantité d'électricité stockée à l'intérieur. Donc la tension, elle est directement liée à la différence de potentiel électrochimique entre l'électrode positive et l'électrode négative, et la quantité d'électrons est proportionnelle à la quantité d'électrons, donc d'électricité, est proportionnelle à la quantité de lithium que l'on va arriver à stocker dans ces électrodes. En cours de décharge, on va déplacer les ions Li+ de l'électrode négative vers l'électrode positive via un électrolyte. Et simultanément, un électron va faire le même chemin via le circuit électrique et donc alimenter le dispositif qui y est rattaché. Donc ces réactions qui sont associées sont écrites ici. Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc en cours de décharge de votre batterie, on va réduire l'électrode positive et oxyder l'électrode négative. Lorsqu'on la recharge, on effectue le fonctionnement inverse. Et donc on va redéplacer les ions lithium qui étaient dans l'électrode positive pour les replacer dans l'électrode négative en appliquant un courant électrique inverse à celui que l'on avait en décharge. Alors le fonctionnement en fait, de ces matériaux, parce que nous on s'est vraiment intéressé aux matériaux actifs et plus précisément à un matériau d'électrode positive. Donc vous avez ici une courbe typique de matériaux d'électrode. Lors de la décharge, donc la courbe rouge, on va effectuer notre réduction. Donc on va insérer des ions lithium dans notre matériau, ce qui va conduire aussi donc à l'incorporation d'un électron qui vient du circuit électrique. Et la quantité d'énergie stockée, donc la capacité spécifique, va dépendre de la quantité de lithium que l'on insère dans ce matériau. La première grandeur, et donc tout cela va être obtenu donc à une certaine tension. La tension de fonctionnement dépend directement de la différence d'énergie libre du matériau lithier et du matériau délithier, donc qui sont représentés ici sur cet axe. Et donc cette différence de tension, de potentiel, d'énergie, va nous donner une tension qui est directement mesurable, et ces valeurs-là sont accessibles par des méthodes calculatoires. Le deuxième point important sur un matériau d'électrode va être la polarisation. Et la polarisation, c'est la différence entre ces deux courbes. Finalement, c'est l'énergie que l'on perd à recharger notre batterie. C'est-à-dire qu'on va stocker l'énergie qui est donc l'air sous cette courbe rouge, et pour la recharger, on a besoin en fait d'apporter plus d'énergie puisque l'air est plus importante sous la courbe noire. Cette polarisation est due au déplacement des ions lithium dans la matière, donc qui sont représentés ici en vert. Pour aller d'un site cristallographique à un autre, on a besoin de franchir des barrières énergétiques puisqu'on va le déstabiliser, cet ion, et donc on va franchir des barrières qui sont par saut, et c'est ce qui nous coûte de l'énergie en fait, pour recharger notre batterie.
Alors, dans ce projet, on s'est intéressé plus particulièrement au spinel, donc Heli Mn15, Ni05O4. Alors, ces matériaux sont plutôt intéressants d'un point de vue applicatif, puisqu'ils possèdent une capacité spécifique plutôt intéressante d'environ 140 mAh par gramme. Cette capacité est un peu moins bonne que certaines positives du marché, mais on présente un avantage conséquent, c'est d'avoir une tension de fonctionnement de 4,7 volts. À 4,7 volts, c'est environ 0,5 volts au-dessus des électrodes positives disponibles actuellement. Et ça, c'est très intéressant pour toutes les applications forte puissance, autrement dit, avoir des charges rapides ou des décharges rapides. Pour typiquement un véhicule électrique, avoir une charge rapide, c'est assez intéressant. L'autre point qui incite la communauté à s'intéresser à ces matériaux est l'absence d'éléments critiques comme le cobalt dans la composition chimique. Le manganèse est très disponible, le nickel, il y en a quand même pas mal. Donc c'est plutôt intéressant du point de vue économique également. Alors les questions qu'on s'est posées, c'est en fonction de des conditions de synthèse, c'est-à-dire que l'on prépare notre matériau, on va effectuer un traitement thermique, donc soit à 700 degrés, soit à 900 degrés. C'est de comprendre pourquoi on a des comportements électrochimiques différents. Donc là, sur ces courbes d'oxydation, on voit qu'en fait, il y a des différences notables, notamment aux alentours de 4 volts. Et on a bien deux plateaux séparés ici pour la courbe de l'échantillon préparé à 900 degrés. Dans la littérature, c'est attribué de façon assez succincte à une différence de structure cristallographique. Donc, une structure ordonnée de groupe d'espace P4332 qui implique d'avoir le nickel dans un site cristallographique propre et le manganèse dans un autre, alors que lorsque l'échantillon est préparé à plus haute température, l'ossature reste la même, mais le nickel et le manganèse occuperaient exactement le même site cristallographique. Donc nous, on s'est vraiment intéressé à l'origine de ces différences de comportement et notamment à l'influence de défauts structuraux dans la structure ordonnée pour essayer de comprendre en fait cette différence de courbe électrochimique. Alors, d'un point de vue pratique, sur la partie expérimentale, on a utilisé un schéma assez classique en chimie du solide et en électrochimie du solide. On a préparé nos échantillons par coprécipitation, donc en milieu aqueux, en faisant un mélange d'acétate des différents métaux dont on avait besoin. On fait un pré-traitement thermique pour éliminer toutes les espèces organiques, et ensuite on effectue un traitement thermique, soit à 900 degrés, soit à 700, parfois à 900, puis un recuit à 700. On effectue ensuite des caractérisations structurales, donc classiquement au laboratoire par diffraction des rayons X. Et en fonction des échantillons, on a aussi effectué de la diffraction de neutrons. Alors pour ça, on a envoyé tous nos échantillons à la source pulsée britannique ISIS. Donc une fois qu'on a bien bien caractérisé la structure de nos matériaux, on effectue un assemblage donc, de cellules électrochimiques, donc pour cela sous atmosphère inerte d'argon, en boîte à gants donc, pour effectuer différents cyclages, différentes caractérisations électrochimiques, et le cas échéant, on a ouvert les cellules pour voir si le matériau avait survécu aux différents tests électrochimiques que l'on avait effectués. L'aspect théorique, qui a été mené en parallèle, a été effectué avec plusieurs niveaux de calcul. Le premier, un niveau géométrique qui est relativement simple. Un deuxième, de mécanique classique, avec c'est les méthodes de dynamique moléculaire. Et ensuite, alors, il ne faut pas que je fasse d'erreur, et de mécanique quantique, donc en fait le niveau de calcul le plus élevé qui va nous donner un renseignement plus précis mais qui est particulièrement coûteux en temps de calcul. Donc de ces études calculatoires, on a été chercher dans un premier temps des structures optimisées, donc à partir des études structurales que l'on avait expérimentalement, on les a relaxées et étudiées donc, par les méthodes numériques, pour pouvoir en évaluer l'énergie, en fait, les fameuses énergies que je vous disais, pour arriver à évaluer le potentiel de travail de nos matériaux. Donc voir si on avait un accord entre l'expérience et la théorie. Et ensuite, d'y intégrer différents défauts, comme ici, par exemple, un défaut plan dans notre structure, et de voir l'impact du défaut sur les propriétés électrochimiques. On s'est intéressé également donc, à évaluer les chemins de diffusion. Donc ici, vous avez composé Heli Mn2O4. Donc on l'a utilisé comme composé modèle pour tester les 3 niveaux de calcul par rapport à l'évaluation des énergies d'activation, en fait l'énergie nécessaire pour déplacer nos ions lithium dans la structure. Et pour le moment, on observe qu'on a quand même des différences entre les différentes méthodes, et c'est ce qu'on essaye encore de comprendre pour le moment.
Donc notre fonctionnement a été finalement relativement simple. On regardait les mesures que l'on avait expérimentalement. On a essayé de modéliser ensuite les matériaux que l'on avait identifiés au cours de nos expériences électrochimiques et structurales pour les modéliser. De la modélisation, on est revenu à l'expérience pour réajuster nos interprétations, puisqu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un certain nombre de différences. Et donc on a fait pas mal de cycles entre l'expérience et la théorie pour arriver à avoir une description précise et claire du comportement en fait, de nos matériaux. Alors je vais vous présenter une petite partie des résultats que l'on a obtenus. Si on prend donc par exemple le composé Li Mn15 Ni05O4, quand on le prépare à 700 degrés, on voit clairement que lors de l'oxydation, on a un premier plateau de potentiel suivi d'un deuxième, et ils sont séparés de seulement 20 millivolts. Donc c'est relativement faible. Et pour expliquer cela, on a donc notre fameuse équation qui relie l'énergie libre à la différence d'énergie libre qui est reliée à la tension. Et on explique ça de façon simple à la différence d'énergie entre un composé entièrement lithié, un composé à demi-lithié. Ça va nous donner la tension du premier plateau. Et la différence entre le composé à demi-lithier et le composé entièrement délithié nous donne en fait la tension du deuxième plateau. Alors, d'un point de vue électrochimique, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un composé contenant que du nickel 2+, on passe à du nickel 3+, et ensuite du nickel 3+, au nickel 4+. Pour essayer de perturber un petit peu ce système, on a fait varier le taux de nickel. On a diminué le taux de nickel dans le matériau en ajoutant du manganèse à la place. Alors la solution solide existe, on a une évolution continue de la structure, et ce qu'on observe, c'est que lorsque l'on diminue le taux de nickel d'une quantité Y, on va diminuer la quantité de manganèse 4+, d'une quantité Y pour avoir 2 Y de manganèse 3+. C'est pour ça qu'on observe une contribution supplémentaire entre 4 volts et 4,3 volts. C'est l'oxydation du manganèse 3+, en manganèse 4+. Donc ça, ce n'est pas le point qu'on a regardé le plus, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on observe la variation en fait, de la tension de fonctionnement de notre potentiel V1, c'est-à-dire l'oxydation du nickel 2+, en nickel 3+, qui est beaucoup plus importante que l'oxydation du nickel 3+, en nickel 4+. Ici, la variation de tension est relativement faible. Donc pour expliquer cela, on s'est intéressé donc à la cristallographie. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue local lorsque l'on enlève un ion nickel pour mettre un ion manganèse à la place. Alors ici, vous avez le réseau, alors le nickel et le manganèse, donc du composé Li Mn15 Ni05O4. Il y a uniquement donc, les ions manganèse et nickel qui sont représentés et projetés en 2D. Et donc c'est très ordonné, il n'y a aucun défaut, donc c'est parfaitement régulier. Si je substitue une partie du nickel par un ion manganèse, on va engendrer des déformations locales au niveau de la structure parce que le nickel a un rayon de 69 picomètres alors que le manganèse 4, lui, a un rayon de 53 picomètres. On a une différence de rayon suffisante pour créer un désordre local et donc induire un désordre. Et ce désordre va augmenter l'énergie libre de notre matériau. Ainsi, on peut expliquer pourquoi notre plateau V1 va diminuer de façon plus importante que le plateau V2, simplement parce que le nickel 2+, a un rayon bien plus important que le nickel 4+. En revanche, le nickel 3+, et le nickel 4+, ont des rayons similaires au manganèse 4+. Donc, ce qui se passe, c'est que notre variation ΔE1 sur dx va diminuer avec la diminution du taux de nickel. On va perturber plus fortement le composé le plus lithié, alors que le composé avec le nickel 3 est moins perturbé que celui avec le nickel 2, parce que les différences de rayons sont nettement moindres dans le cas du nickel 3 par rapport au manganèse 4 que dans le cas du nickel 2 par rapport au manganèse 4. Lorsque le composé est complètement délithié, on se retrouve avec des charges similaires et des rayons similaires. Donc l'énergie en fait, de ces composés reste similaire, donc on a peu de variations, ce qui fait que notre plateau V2 va relativement peu bouger, contrairement au plateau V1. Alors ça, c'est une partie des résultats que l'on a obtenus donc, récemment sur ces travaux. Alors d'un point de vue fonctionnement,
3 permanents ont participé à ce projet du côté MSME. Il y a Alexander Mitrushenkov, qui est ingénieur de recherche CNRS. Gustave Eiffel, pardon, je me suis trompé. Une chance sur deux. Étienne Mangot, qui est maître de conférence donc, à UGE. Et donc Céline Léonard, qui est professeure. Du côté ICMPE, il y avait donc Stéphane Bach, qui est maître de conférence à l'université d'Evry, et moi-même. Et grâce en fait, au support de UPE, on a pu avoir 2 stagiaires, Adama Gassama en 2022, qui est un stagiaire M1 de l'université de Paris-Saclay, qui a travaillé sur tous les aspects de diffusion du lithium, donc d'évaluer les barrières énergétiques pour aller d'un site à un autre. Et c'est à lui qu'on doit la comparaison entre les 3 méthodes de calcul pour évaluer ces barrières énergétiques. Du côté expérimental, c'est Missipsa Benchaba qui a effectué les synthèses et les caractérisations électrochimiques que je vous ai présentées précédemment, donc pour voir en fait, l'évolution de ces matériaux. Il est à signaler qu'en fait, cette collaboration avait démarré un tout petit peu avant l'appel à projet, grâce à un soutien de UGE. On avait eu un stagiaire de M2 en commun qui a dégrossi les méthodes calculatoires en fait, nécessaires à ce projet pour arriver à voir quelles méthodes DFT étaient les plus appliquées, et c'était pas si simple d'ailleurs. Donc on lui doit beaucoup pour le début de ce projet. En termes de financement, ça nous a permis d'avoir payer les gratifications de stage déjà, d'avoir du matériel de paillasse qui nous manquait, des consommables, payer une mission pour un congrès national. Et du côté MSME, ça a permis d'acheter la licence DFTB, qui est relativement onéreuse, environ 11 000 €. Et grâce à ce premier achat, ça a permis de motiver UGE à payer le complément, qui est le package AMET, qui a coûté aussi 10 000 €. Et visiblement a permis d'avoir une bonne réduction en achetant les deux la même année. Donc finalement, on a été quand même assez gagnant là-dessus. En termes de valorisation, on a eu une publication en commun qui est parue en début d'année, donc sur l'influence des défauts structuraux, donc les fameux défauts plans, où je suis passé très vite dessus. Donc on a eu une publication là-dessus qui explique que ces défauts plans ont une influence aussi sur la différence de potentiel entre V1 et V2. Ça fait aussi l'objet d'une communication orale donc, au groupe français d'études des composés d'insertion sur cet article-là. Le futur, parce qu'on regarde quand même devant ce qu'on souhaiterait faire. On a vu que l'influence des défauts en fait, sur les propriétés électrochimiques, finalement, c'est relativement peu étudié. Et il y a on a identifié d'autres systèmes où on pourrait faire varier certains paramètres et donc essayer de voir cette influence au niveau local et voir à quel point on peut piloter en fait, ces différences de tension à l'aide de l'incorporation de défauts ou de substitution donc dans les matériaux. Et on souhaiterait élargir cette collaboration pour avoir accès à d'autres informations, donc avec le GIPS, donc c'est le laboratoire de génie électrique et électronique de Paris, qui travaille avec l'Institut de recherche de chimie Paris pour faire des mesures de conductivité par spectroscopie diélectrique large bande. Cette méthode permet de décorréler en fait, la conductivité des ions de celle des électrons et également celle des interfaces, en fait, le passage des ions dans les interfaces. Et éventuellement, donc ça va être le travail de cet été, de rentrer en contact avec Soleil pour essayer d'avoir une info plus locale sur nos matériaux, de voir de quelle façon on déforme l'environnement de nos métaux de transition, donc de nos centres actifs, en faisant des mesures par fonction de distribution de paires. Et l'objectif est d'arriver à monter un projet ANR d'ici la fin de l'année sur ce thème-là. Également, on se posait la question, c'était de demander une bourse ministérielle au concours de l'école doctorale SIE, donc à cheval sur les deux laboratoires. Alors après, ça c'est dans quelle proportion, de quel côté on fait un peu plus pencher la chose, parce que trouver la perle rare qui fait de l'expérience et des calculs en même temps, c'est pas simple. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment sur la suite directe de ce projet-là. Et on est tombé aussi sur une petite curiosité en faisant donc les calculs DFT. On a regardé les configurations de spin. Donc là, on va plus toucher au magnétisme. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un système frustré lorsque l'on a le composé complètement lithié. Lorsqu'on enlève la moitié du lithium, les spins se retrouvent alignés. On a un système qui est plutôt ferrimagnétique. Et lorsque l'on enlève la deuxième moitié de lithium, on retourne sur un système frustré.
Alors, on ne sait pas encore si c'est valide ou non. Donc, on a ouvert une collaboration avec des collègues à Gênes, en Italie, pour faire des mesures magnétiques et arriver en fait à vérifier si nos calculs sont vraiment valides là-dessus. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce projet, enfin ce qu'on avait à vous dire. Et donc, je vous remercie pour votre attention.